Donc là, ça sera une présentation à 4 mains. Je vais débuter pour l'historique de l'appareillage des amputés de membre supérieur. Et ensuite, je laisserai la parole à Anaël, orthoprothésiste, spécialiste vraiment de l'appareillage du membre supérieur. Alors, préhistoire et antiquité, préhistoire 36 000 ans, on a retrouvé des traces d'amputation de membre supérieur dans des peintures rupestres, et c'était surtout avec des croyances religieuses et symboliques. Ensuite, on arrive, et alors là, on a sur... ah ben tiens, il n'y a pas ma photo. Ah, c'est après. Bon, ensuite, on arrive à l'Antiquité, essentiellement la Grèce, Rome, c'était rudimentaire. Et l'âge de fer est apparu grosso modo 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc ça va permettre d'apprendre à l'utiliser. Et puis le papyrus, qui est une plante aquatique du bord de Nil, comme vous le savez. Au niveau de l'archéologie, on a retrouvé des momies égyptiennes. Et puis, on a retrouvé également, en Meurthe-et-Moselle, pas loin de chez moi, bon, la gravité des forgerons, entre autres la guterie, qui arrivaient à utiliser, à forger en fait le métal. Et on a retrouvé un mérovingien amputé des 2 mains et qui était appareillé avec une fourche bifide en fer attachée par des lanières de cuir. Alors, il est vrai qu'aussi que quand on remonte un petit peu avant, le cuir était déjà utilisé. Puis après, il y a les prothèses militaires issues des armures et progrès. Donc voilà ce qui a été retrouvé comme prothèse du temps des Égyptiens. Là aussi, avec la désarticulation d'épaules et cette façon de les appareiller, plus, eh bien, vous avez cette main avec du cuir et le travail du métal. Alors ces prothèses étaient surtout des prothèses d'apparat, qui permettaient de ne pas avoir un tissu qui flotte, etc. Mais ils n'étaient pas fonctionnels, hormis le fait d'être presse-papier, ou plutôt presse-papyrus. Et puis nous arrivons à la Renaissance, et ça tout le monde reconnaîtra ce personnage, Ambroise Paré, qui a énormément travaillé dans plein de domaines. Moi j'ai les 3 tomes de ses ouvrages, c'est absolument passionnant, où il a travaillé sur des éléments de chirurgie, etc. Et puis il a travaillé, entre autres, sur l'évolution de cet appareillage, que l'on voit avec une possibilité de mouvement des doigts de façon mécanique. Et puis là, on arrive également à cette notion qu'on connaît sur les prothèses de membres inférieurs de la Renaissance, d'Ambroise Paré, la prothèse du pauvre et du riche. Eh bien, au membre supérieur, on a retrouvé ce type de prothèse avec articulation de coude et articulation de poignet. Et là, l'utilisation des techniques des cuirasses a aidé en fait à la confection de ces prothèses. Et puis il y a De Greff qui a fait réaliser des bras artificiels capables de mouvements spontanés. Et puis arrive le 21e siècle, et c'est Anaël. Et Anaël a apporté les dernières innovations de prothèses que tu as pu voir. Bonjour à tous, je suis Anaël Blanchard, je travaille chez Proter depuis quelques années et aujourd'hui je vais vous présenter comment la prise en charge d'un patient amputé est de répondre à un double défi, celui de restaurer l'intégrité de son image corporelle mais aussi de lui redonner une capacité d'action.
Aujourd'hui, nous allons voir que la réponse à ce défi est plurielle et nous aborderons dans un premier temps la haute technicité des prothèses anatomomimétiques, indispensables pour la reconstruction visuelle et psychologique du patient. Puis nous verrons comment l'innovation myoélectrique et l'intelligence artificielle permettent de franchir un cap supplémentaire en restaurant une préhension active au quotidien. Donc les prothèses anatomomimétiques, ce sont des dispositifs artificiels conçus pour imiter fidèlement la forme, le volume, la couleur d'une partie du corps. Elles s'opposent souvent aux prothèses dites fonctionnelles, comme des mains myoélectriques, dont l'objectif est de restaurer la préhension. Le grand avantage de ces prothèses en silicone sur mesure, c'est qu'elles bénéficient d'un remboursement par la sécurité sociale via l'inscription à la LPPR depuis 2025. Ces prothèses anatomomimétiques sont généralement passives, elles offrent peu de fonctions motrices, leur rôle est principalement esthétique. Elles sont le plus souvent faites de silicone de haute qualité, colorées et texturées pour reproduire la peau, les veines, les taches de rousseur. Elles sont fabriquées sur mesure à partir d'un moulage pour correspondre exactement à la morphologie du membre contralatéral et sont peintes à la main par des prothésistes spécialisés. L'objectif de ces prothèses, c'est de rétablir l'intégrité visuelle du corps pour améliorer la confiance en soi, réduire la détresse psychologique et masquer l'amputation dans des situations sociales. En résumé, la prothèse anatomomimétique, elle est choisie lorsque le besoin principal du patient est l'apparence et la restauration psychologique de la forme corporelle, par opposition aux prothèses fonctionnelles qui, elles, privilégient le mouvement. Les prothèses anatomomimétiques ne sont pas des produits standardisés, ce sont des œuvres d'art techniques créées en plusieurs étapes. Nous, chez Proter, on a fait le choix de travailler en collaboration avec l'entreprise italienne Prococil pour mettre en œuvre ce type de dispositif. Tout d'abord, ça commence par une prise d'empreinte, un moulage précis du membre contralatéral de l'utilisateur pour capturer sa forme, sa taille, sa morphologie exacte. Par la suite, nous avons la fabrication du revêtement avec un silicone de qualité médicale qui est utilisé pour créer l'extérieur de la prothèse. Et enfin, la coloration et la finition, c'est l'étape cruciale et cette étape est réalisée avec la coloriste de chez Prococil en présence du patient pour retrouver les couleurs, les variations de couleurs, les veines, les différentes taches de rousseur, le choix des ongles, etc. pour avoir une prothèse au plus proche de son membre contralatéral. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces étapes de fabrication, le rendu final de ces prothèses en silicone est exceptionnel. Cependant, face à un patient qui va exprimer le besoin de manipuler, de porter des charges ou de retrouver des gestes de la vie quotidienne, ce mimétisme visuel montre ses limites car la prothèse reste passive. C'est donc pour franchir cette barrière de la passivité que nous allons passer à la deuxième grande option d'appareillage, qui est l'innovation myoélectrique. Ici, l'objectif n'est plus de donner le change au regard des autres, mais c'est de redonner une capacité de préhension active et motorisée. Une prothèse myoélectrique, c'est une prothèse qui est mue par énergie électrique. Elle permet de garantir une fonction active des objets, d'assurer les fonctions essentielles de la vie courante, comme manger, s'habiller, écrire. L'objectif, c'est d'améliorer le quotidien et de gagner en autonomie. Face à cette technologie, le rôle de l'orthoprothésiste est d'intégrer une série de composants complexes dans un volume restreint, tout en respectant l'anatomie du patient. Dans un premier temps, l'emboîture, c'est la pièce maîtresse, c'est la coque rigide réalisée sur mesure. Elle doit être parfaitement tolérée par le moignon, car c'est elle qui supporte le poids du dispositif. Ensuite, nous avons les électrodes de surface intégrées à l'intérieur de l'emboîture. Elles sont simplement posées contre la peau. Ce sont elles qui captent les signaux musculaires et font le pont entre le corps humain et la main motorisée. La batterie, quant à elle, c'est la source d'énergie qui permet de faire fonctionner la prothèse. On peut y retrouver aussi un moteur de rotation pour recréer les mouvements de pronation et de supination. Et la main, quant à elle, permet de garantir l'appréhension active des objets et d'assurer les fonctions essentielles de la vie courante.
Comment passons donc concrètement de la volonté du patient au mouvement de la prothèse? C'est un processus purement physiologique. Tout commence par l'intention, c'est le cortex moteur qui envoie l'ordre nerveux à l'avant-bras. Et même si la main n'est plus là, le corps musculaire résiduel se contracte. Cette dépolarisation membranaire génère un signal électrique, le potentiel d'action. C'est là qu'intervient la détection. Les électrodes de surface positionnées à l'intérieur de l'emboîture, en regard des groupes musculaires, captent ce courant de l'ordre du microvolt. Et ensuite, ce signal brut est traité, il est filtré, amplifié par le microprocesseur de la prothèse, qui l'interprète instantanément. Et enfin, c'est l'exécution. Donc, l'énergie de la batterie est envoyée au moteur de la main pour déclencher soit une ouverture, soit une fermeture. Donc concrètement, on détourne une contraction musculaire volontaire pour la traduire en fonction mécanique. Afin de bien comprendre le saut technologique actuel, il faut d'abord analyser le système conventionnel à 2 électrodes. Le principe, c'est une logique binaire. On positionne généralement une électrode au regard des muscles fléchisseurs du poignet pour contrôler une fermeture et une seconde au regard des extenseurs de poignet pour commander une ouverture. Ce système impose des limites, notamment dans le codage, puisque pour passer d'une ouverture à un mouvement de pronation ou sur une prise spécifique, le patient doit réaliser des contractions spécifiques, une co-contraction, une double impulsion, etc. C'est un exercice qui manque quand même de naturel. La seconde conséquence, c'est que c'est au patient de s'adapter à la prothèse. Ça exige une rééducation longue qui peut être parfois fastidieuse et malheureusement qui peut être à l'origine d'abandon d'appareillage. Donc voici la rupture technologique majeure dans ce domaine. C'est les systèmes de reconnaissance de forme portés aujourd'hui sur le marché par 2 solutions principales, la solution MyoPlus et la solution Coapt. Donc on abandonne la commande binaire à 2 électrodes pour passer sur un réseau de 8 électrodes qui encerclent le moignon. Et ce bracelet va scanner en temps réel l'ensemble de l'activité musculaire de l'avant-bras. Donc sur le petit graphique en haut à droite, en fait, lorsque le patient imagine un mouvement tel que ouvrir la main, cela génère une empreinte électrique unique. Et que ce soit via l'algorithme de MyoPlus ou le système Coapt, en fait, l'intelligence artificielle décode instantanément cette activité musculaire pour déclencher le mouvement en quelques millisecondes. Donc, le bénéfice est intéressant pour le patient puisque ce n'est plus au patient d'apprendre des codes de contraction complexes pour s'adapter à la prothèse, mais là, c'est le système qui va décoder les intentions du patient. Donc pour résumer ces 2 possibilités, on a d'un côté le système traditionnel 2 électrodes, une commande directe binaire, mais qui implique un codage fastidieux. C'est le patient qui doit faire l'effort de s'adapter à la prothèse. Et de l'autre côté, on a une reconnaissance de forme. On déploie jusqu'à 8 électrodes pour capter l'empreinte musculaire. Donc le contrôle devient beaucoup plus direct, intuitif. C'est le patient qui pense au mouvement et c'est la main qui l'exécute. Une fois que le système de contrôle il est choisi, la question est quelle main connecter à la prothèse. Aujourd'hui, nous disposons de 3 grandes options, chacune répondant à un profil de patients différents. La première, c'est la main Sensor Speed, c'est une pince tridigitale performante, robuste, idéale pour les patients actifs cherchant une prise en main simple, sans avoir à gérer des dizaines de modes. L'autre solution, c'est la main iLim avec ses 5 doigts motorisés individuellement. Elle peut réaliser des gestes très précis, comme une pince fine, pointer du doigt, etc. Ça, c'est vraiment la polyvalence pour des tâches quotidiennes fines. Et enfin, il y a la Michelangelo, je ne l'ai malheureusement pas avec moi aujourd'hui, et elle se distingue par un pouce motorisé qui permet de mettre le pouce en opposition ou en latéral. Il se distingue aussi par son poignet flexible qui permet d'éviter les mouvements de compensation d'épaule.
Donc sur ces 3 mains, on a la chance que ces 3 dispositifs soient pris en charge par la sécurité sociale. Alors, il existe d'autres mains hautement technologiques, comme la Bibionic, la Headlink Quantum ou la Tasca. Cependant, ces dispositifs ne bénéficient pas d'un remboursement par la sécurité sociale, ce qui limite en fait leur accessibilité en pratique courante. En revanche, je souhaite attirer votre attention sur la main Tasca. Et cette main est la seule main bibionique du marché qui est aqua compatible. D'accord ? Donc ça donne la possibilité aux utilisateurs de travailler en milieu humide sans risque d'endommager les circuits électriques de la prothèse. C'est aussi une main qui est extrêmement robuste et avec laquelle on ne retrouve pas les casses avec les autres mains bibioniques. La solution SpeedN qui est développée par Autobac, c'est une solution complète qui s'articule autour de 3 éléments. Une main, un système de contrôle et une application. La main, on va être sur le même schéma que la main Sensor Spin. Le système de contrôle MioSmart, lui, s'appuie sur la technologie de reconnaissance de forme, comme on a vu précédemment avec MioPlus et Coapt. Et on a une application qui permet de personnaliser les réglages et de faciliter la rééducation du patient. Sur le plan réglementaire, un dossier a été déposé auprès de l'HAS pour espérer avoir une prise en charge à la LPPR éventuellement l'année prochaine. Sur le plan d'amputation transhumérale, le coude motorisé 12K100 est désormais remboursé par la sécurité sociale. Son principe de fonctionnement, la flexion du coude se fait grâce à la contraction du biceps et l'extension grâce à la contraction du triceps. Le système va adapter sa vitesse en fonction de l'intensité de la force de contraction. D'accord. Pour comparer les 2 modèles de coudes remboursés par la sécurité sociale aujourd'hui, donc le coude 12K50 et le coude 12K100, le 12K50, lui, n'a que de myoélectrique le verrouillage-déverrouillage du coude. La position du bras en flexion-extension se fait soit avec le membre contralatéral, soit en s'appuyant sur une table. D'accord ? Contrairement au coude 12K100 qui, lui, est motorisé. Il y a quelque chose dont on doit faire attention, c'est que plus on ajoute de moteurs, donc c'est-à-dire la main, le moteur de rotation, plus le coude, le patient va devoir en fait gérer avec ses seuls muscles résiduels tous ces dispositifs, et cela fait énormément de contractions différentes à isoler et à enchaîner. Et c'est là que le choix de l'appareillage est important. Donc pour un patient jeune et motivé, le coude 12K100 peut être une bonne solution, mais pour un patient qui sature vite cognitivement, le coude mécanique 12K50 peut être plus pertinent. En orthopédie, les prothèses et les orthèses sont majoritairement réalisées sur mesure. Les fabrications étaient encore essentiellement manuelles il y a une dizaine d'années, mais les méthodes évoluent en s'appuyant de plus en plus sur les technologies numériques. Les procédés de fabrication dans l'orthopédie sont relativement complexes et nécessitent un grand nombre d'étapes. Et la réalisation d'un seul et même appareil peut exiger le recours à plusieurs techniques de fabrication comme l'usinage, le thermoformage, l'injection, etc. Et de nouvelles techniques de fabrication en orthopédie ont récemment fait leur apparition. C'est l'impression 3D et elles présentent de nombreux atouts. Elles offrent un niveau de performance, de qualité et surtout de reproductivité qui sont élevés. Quels vont être les avantages de l'impression 3D ? De façon générale, elle permet de simplifier et d'améliorer un grand nombre de processus, l'élargissement des possibilités, car il y a certaines pièces qui sont quasiment impossibles à réaliser
dans les fabrications traditionnelles. Et certaines matières sont également complexes à travailler. La créativité et le design étendu, on va pouvoir gérer des solutions plus complexes, avoir une meilleure gestion de l'épaisseur, par exemple, et une amélioration de la précision et de la répétabilité. Les techniques de fabrication traditionnelles nécessitent l'intervention de plusieurs techniciens, et même si ces derniers sont très qualifiés, le facteur de répétabilité entre un humain et une machine, malheureusement, est incomparable. Voilà. Pour vous donner un cas concret, quels sont les avantages de l'impression 3D pour la fabrication d'une prothèse myoélectrique? On a dans un premier temps l'intégration facilitée des composants. Comme vous pouvez le voir sur cette modélisation, la structure imprimée intègre des logements sur mesure pour intégrer les batteries, le moteur de rotation, les électrodes. On a une meilleure gestion de l'épaisseur, contrairement à les techniques de la lamination. Et enfin, c'est là où c'est aussi très intéressant pour le patient, on a une symétrie anatomique parfaite. C'est un point clé pour l'acceptation des prothèses. On peut scanner le membre contralatéral du patient et par un effet miroir, imprimer une prothèse dont la morphologie, la longueur, le galbe de l'avant-bras sont rigoureusement identiques au membre contralatéral. Là, par exemple, pour ce patient-là, on a fabriqué une prothèse myoélectrique avec un outil spécifique puisque son besoin, c'était de travailler dans un atelier. Donc, il avait besoin d'une prise de force importante et on voit que la structure externe de l'emboîture correspond à son membre contralatéral. Pour un autre exemple, c'était une amputation courte humérale où on a pu scanner son membre contralatéral afin d'avoir la même symétrie au niveau des épaules. En conclusion, l'avenir des appareillages repose aujourd'hui sur plusieurs points, notamment vous en tant que chirurgien, car vous nous préparez idéalement le terrain anatomique. Il y a l'évolution réglementaire qui permet le remboursement récent de nouveaux dispositifs. Et après, nous, notre savoir-faire, qui grâce à l'impression 3D permet de voir de nouvelles évolutions. Donc c'est vraiment la collaboration entre votre travail et le nôtre qui permet de redonner au maximum d'autonomie et de qualité de vie aux patients. Et vous pouvez nous retrouver au stand 29 si vous voulez plus d'informations sur les prothèses myoélectriques, découvrir comment on réalise une couleur sur une prothèse anatomo-mimétique. Vous serez bien reçus.